Ce soir, donc, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent pour suivre cette soirée qui s'annonce, nous l'espérons, passionnante. Cette soirée, donc, est co-organisée par l'antenne toulousaine de la Fondation Copernic, par l'Université populaire de Toulouse et par les groupes locaux des Amis du monde diplomatique et d'Attaque. Nous avons l'habitude, cette bande des quatre, comme on s'auto-définit sur Toulouse, d'organiser ensemble des visioconférences et des réunions publiques, bien sûr, quand on avait la possibilité de se voir physiquement les uns les autres, depuis quelques années maintenant. Et on est toujours à l'affût des bons bouquins qui peuvent illustrer des moments de la vie politique et sociale dans laquelle on évolue. Il nous a semblé que les deux livres de Vanessa Kodachoni et de Michel Kokoreff nous semblaient, par les à côté, être tout à fait intéressants. D'abord, je tiens à les remercier tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et je vais dire un petit mot rapidement donc, pour un petit peu lancer notre soirée. Donc, dans son livre, Vanessa Kodachoni, qui s'appelle « La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire », elle prolonge les travaux qu'elle a déjà fait sur la répression. Elle avait sorti un bouquin sur la répression il y a 2 ans, de mémoire, ou moins de 2 ans. Et elle essaie de démontrer comment les populations sont utilisées à des fins sécuritaires et comment la surveillance mutuelle et la délation, on reviendra sur le thème de délation, je présume, pendant l'entretien, visent à obtenir l'obéissance citoyenne et à légitimer la répression, en particulier envers certaines populations ciblées. Donc, c'est un peu rapidement pour ce qui est de Vanessa Kodachoni, je remercie encore d'être présente. Et puis, de son côté, Michel Kokoreff, dans son livre, lui aussi tous deux publiés chez Textuel, d'ailleurs, qui est une excellente maison d'édition, provisons-en pour le dire. Michel Kokoreff, son livre est intitulé « Violence policière, généalogie d'une violence d'État ». Il essaie de montrer comment les violences policières, que ce soit dans les quartiers populaires jusqu'aux gilets jaunes, toutes ces violences sont ancrées au cœur de l'État, avec des attributs qui sont la militarisation de la police, la volonté de neutraliser toute contestation sociale, la mutation du syndicalisme policier et l'autonomie de la base policière qui impose en fin de compte ces pratiques à la hiérarchie. Selon lui, on ne peut comprendre l'escalade des violences policières sans les relier à une violence plus structurelle, celle des inégalités sociales et raciales. Donc voilà, un peu présenter rapidement, bien évidemment, et on va essayer de creuser tout ça, les deux ouvrages. On va essayer ce soir de travailler en 4 volets, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien. On a là, j'ai discuté avec nos invités, bien évidemment, et on va essayer de voir, de pointer des recoupements entre ces 2 bouquins, et puis d'en déduire ce qui fait système un peu dans ça. C'est pour ça qu'on a parlé très rapidement dans l'intitulé de la conférence du néolibéralisme, quelque chose ça a à voir avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc, on vous propose de structurer notre soirée entre 4 temps d'environ 30 minutes, 4 volets, donc je les cite pour mémoire. Le premier, ça sera le volet qu'on a intitulé « Sortir du silence et société de vigilance ». Le deuxième volet, ça serait « Racisme, population cible et militarisation de l'ordre social ». Le troisième volet, c'est société de violence, société de vigilance. Et le quatrième, c'est l'ordre néolibéral en marche, quelle résistance, point d'interrogation. Donc, on va essayer de structurer notre soirée. Donc, on va tout de suite… vous voulez peut-être dire un mot quand même, Vanessa et Michel, pour vous présenter, ou vous le ferez en répondant aux questions? Allez-y. Bon, je peux te dire un petit mot. Je voulais vous remercier tout d'abord pour l'invitation. Merci aux personnes qui sont venues pour échanger avec nous aussi autour de nos travaux. Et puis, on verra ce que ça donne dans la discussion. Je pense que ça va être bien. Michel, c'est bon pour toi? Oui, merci. Merci pour l'invitation à la bande des 4. Merci aussi pour le sérieux avec lequel vous avez lu ces 2 livres et ressorti un certain nombre de questions. Je le dis, ce n'est pas pour vous flatter comme ça, mais ce n'est quand même pas toujours le cas pour fréquenter un peu les journalistes, etc. Donc, et je suis sûr que ce débat sera tout à fait intéressant. Alors, je rebondis tout de suite pour dire à Michel Kokoreff qu'effectivement, nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes des militants. Vraiment, nous sommes des adeptes. C'est ça la différence. Nous sommes des adeptes de la théorie, de la pratique. On aime bien lire, on aime bien réfléchir, cogiter, faire marcher nos neurones. Mais on aime bien aussi être sur le terrain et dans les luttes sociales, autant que faire se peut, et tout le temps.
Donc, on ne sépare pas, bien sûr, ces activités intellectuelles et les activités de pratique sociale. Donc, on va aborder le premier thème, qui est celui donc, du sortir du silence et société, sortir du silence, puis société de vigilance. Alors, Michel Kokorev, dans ton ouvrage, il s'ouvre sur un chapitre que tu as intitulé Massacre d'État, l'héritage colonial. Dans lequel tu évoques les massacres de Sétif, par exemple, en 1945 en Algérie, la répression du 17 octobre 61 à Paris, et tout, avec des centaines de morts. Sétif, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Les 9 morts du métro Charonne, et tout. Et puis la répression sanglante du mai 67 en Guadeloupe, qui est souvent oubliée dans l'histoire du mouvement social français au sens pays du terme. Et hormis les morts de Charonne, en fin de compte, qui ont été sacralisées sans doute parce que pratiquement tous étaient militants du Parti communiste et qu'il y avait eu d'énormes mobilisations autour de ça, force est de constater que ces massacres, qui ont d'ailleurs été largement commis par la police et pas par l'armée, n'ont été mis en lumière que relativement récemment. Donc, première question que je vais te poser, et puis je vais te poser une autre question en parallèle à Vanessa. Donc, d'où vient ce lourd silence de plusieurs dizaines d'années, en fin de compte? Comment peut-on expliquer ce silence le octobre 61 particulièrement, on le sait, qui a ressurgi à travers, par exemple, un roman policier qui était Meurtre pour mémoire, oui. Et tout. Donc, et tout, voilà. Vanessa, toi, de ton côté, tu évoques dans ton premier chapitre la notion de citoyen idéal. Et je te cite là, le citoyen vigilant comme expression d'une figure répressive des temps de paix qui emprunte des pratiques et des comportements propres aux soldats, aux traîtres, aux délateurs, aux policiers et à l'espion, rien que ça. Et peux-tu nous expliquer, bien sûr, comment tu en es arrivé à cette déclinaison? Puis peut-être en préalable, nous expliciter 2 mots, concepts qui traversent ton ouvrage, en fin de compte, que tu utilises assez largement, qui sont d'un côté la vigilance, et de l'autre côté, la surveillance latérale, un terme qui nous a beaucoup intéressés. Donc, ces 2 notions sont-elles l'expression de nouveaux phénomènes, en fin de compte, ou est-ce que c'est simplement via les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est l'actualisation de pratiques anciennes? Donc, voilà un petit peu comment on pourrait rentrer dans le sujet. Donc, Michel, d'où vient ce lourd silence par rapport aux pratiques policières et aux meurtres d'État, on va dire, par les 8? Et puis, Vanessa, est-ce que c'est nouveau vraiment tout ça, ces histoires de vigilance? Voilà, vous avez la parole, 10 minutes chacun. Michel, tu peux y aller. Alors, le massacre et les meurtriers d'État ne sont plus occultés aujourd'hui. Il me semble que si c'est le cas, c'est du fait, alors c'est lié à 3 phénomènes. D'une part, c'est le travail, il n'y a pas forcément de hiérarchie, mais le travail des militants des quartiers populaires qui ont su sortir ces événements de l'oubli et entretenir la mémoire collective. D'autre part, c'est le travail des chercheurs en sciences sociales, et en particulier des historiens, mais aussi des politistes et des sociologues qui se sont intéressés à cet héritage colonial et à la place qui occupait les violences. Je pense en particulier à moi, ce qui constitue un ouvrage de référence, c'est le livre que j'utiliserai beaucoup de Alain Deverpe sur Massacre d'État consacré à Charonne, mais qui est beaucoup plus large. Et puis, troisièmement, une sorte d'espèce de retour du refoulé au sein de la société française, où les questions de racisme, de discrimination liées au colonial, au post-colonial, les questions au fond, toutes ces questions occupent le devant de la scène publique depuis quelques années, la scène publique et intellectuelle, et n'en déplaise à la ministre Frédérique Vidal. Bon. D'où l'intention de mon bouquin, qui était de proposer une synthèse un peu réactualisée, non seulement donc, de ces violences policières, non seulement pour conjurer l'oubli, donc pour contribuer à cette espèce de lutte contre l'oubli, mais évidemment surtout pour mettre en relief un certain nombre de mécanismes d'une logique de déni ou de dénégation de l'État. Alors, comment expliquer cet oubli ou ce déni, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et pourquoi certains événements s'imposent alors que d'autres disparaissent? Alors, moi, je dirais que c'est d'abord du fait de l'État lui-même.
et de ses agents qui fabriquent du silence par toute une série de stratégies qui sont conscientes ou qui sont inconscientes. Alors, c'est la censure, c'est l'euphémisation, c'est l'inversion de la responsabilité. Hein. Violence policière ne fait que répondre à la violence des colonisés, des jeunes des banlieues, des communistes, des gilets jaunes. Bon. C'est aussi les dénégations, hein, c'est-à-dire au fond l'incapacité, l'impossibilité d'avouer que violence disproportionnée il y a bien quand, par exemple, il y a X œil crevé et avec main arrachée. Alors ensuite, les mémoires collectives, elles sont sélectives, c'est-à-dire que en fait, la force des événements n'est pas liée forcément au nombre de morts, quoique évidemment ça joue, hein, mais des forces politiques, des forces sociales, des forces syndicales qui en sont les supports. Bon. Et effectivement, c'est ce qu'a montré magistralement Alain Deverp dans son livre sur Charonne. Et notamment, il y a un dernier chapitre qui est vraiment tout à fait passionnant à relire aujourd'hui, et que je relisais tout à l'heure, et qui s'appelle « La mesure des morts », et qui consiste à proposer une lecture croisée des métamorphoses du 17 octobre 61 et du 8 février 62. Et c'est que, en gros, il y a eu tout un jeu d'abord de dissociation de ces deux événements, de permutation, et puis, au bout du compte, dans la période la plus contemporaine, le livre est sorti en 2006, de reliaison entre ces deux événements. Et alors, si on s'appuie, parce qu'il me semble que c'est vraiment un événement emblématique, si on s'appuie sur le 17 octobre 61, ce qui est quand même important à rappeler, c'est qu'au moment de l'événement, eh bien, il n'a pas été tabou, c'est-à-dire que l'information a été différente au-delà de l'extrême gauche anticolonialiste. La dénonciation de la répression, elle a été multiforme, ça a été l'UNEF, ça a été le PCF, ça a été la CGT, mais force est de constater que cet événement a été écrasé par les événements de Charonne, hein, alors que Papon avait annoncé, le sinistre Papon avait annoncé 2 morts, hein, et soumis la violence sur le compte des querelles entre les mouvements indépendantistes. Jean-Luc Einaudi, presque 30 ans plus tard, va comptabiliser au minimum 200 morts. Bon. Donc, on a 200 morts d'un côté, on a 9 morts à Charonne de l'autre, et pourtant, Charonne écrase le 17 octobre. Bon. Et quand on suit un peu les choses, et notamment quand on suit la démonstration que fait Deverp à la fin de son livre, bon, on voit bien quand même qu'à partir des années 70, la référence à ces deux événements s'épuise, hein, et que, effectivement, surtout le 17 octobre, alors tombe complètement dans l'oubli. Alors, il faut attendre le valeureux Marcel Trillat et son 4 minutes dans le journal de France 2 pour qu'on reparle au début des années 80 du 17 octobre. De même, c'est au bout de 20 ans que va être déposée une plaque commémorative au métro Charonne. Mais rien que ça dit déjà la différence de traitement entre les deux événements, puisque Charonne, il y a un lieu. Le 17 octobre, il n'y a pas de lieu. C'est un non-lieu. Et je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, il a fallu attendre 40 ans, 2001, pour qu'une plaque commémorative soit déposée sur le pont Saint-Michel, donc en mémoire de tous ces Algériens qui ont été massacrés. Bon. Donc, est-ce qu'il faut voir un traitement différentiel dans une espèce d'effet de concurrence des victimes entre les événements, certains étant un peu visibles, d'autres pas du tout? Et effectivement, c'est intéressant de citer les événements de Guadeloupe, que ce soit en mars ou en mai 1967. Et là, moi, je dois dire que je rends hommage, parce que j'en ai tout appris au livre de Michel Zancarini-Fournel, hein, qui est une grande historienne, et notamment dans son histoire des luttes et des rêves, bon, mais qui a fait d'autres livres tout à fait importants. Bon, effectivement, si on prend l'histoire de France par Noiriel, je ne l'ai pas lu en entier, mais je ne suis pas sûr qu'il en parle. Donc, on voit bien qu'il y a des traitements différents, y compris dans les manuels scolaires, dont on ne peut pas dire exactement, ça je le dis un peu rapidement dans mon bouquin, qu'il n'y a rien dans les manuels scolaires. Bon. Mais c'est
peu traité, c'est pas traité de la même manière. Donc, à mon sens, la question, c'est est-ce que c'est un effet de la concurrence des victimes? Est-ce qu'il y a une sorte est-ce qu'il faut y voir le signe d'une surpolitisation des clivages sociaux et raciaux, hein, qui pourrait contribuer éventuellement, aujourd'hui, par exemple, à majorer le 17 octobre et à laisser peut-être au second plan le 8 février 62. Est-ce qu'on vit dans une société postcoloniale qui s'ignore en tant que telle et au fond, ça pourrait être un élément d'explication de l'oubli, de la censure ou du refoulement. Bon. Il me semble néanmoins, mais on va en reparler, que autant il est important de rappeler cet héritage colonial oublié, censuré, autant il est utile de ne pas le majorer, de ne pas le surestimer, ne serait-ce que parce que la généalogie qu'on peut faire de ces violences ou de l'usage de la violence d'État jusqu'aux Gilets jaunes, hein, donc dans les années 70-80, enfin c'est ce que j'essaye de faire un peu, et donc jusqu'aux Gilets jaunes, eh bien, elle complexifie l'interprétation. Hein. Elle complexifie l'interprétation d'une tendance quand même qui est lourde et qui dépasse le cadre colonial ou postcolonial dans sa tendance à l'euphémisation des violences d'État de façon générale. Et peut-être parce que j'ai un œil aussi sur le chrono, donc un élément aussi qui joue, c'est qu'au fond, on a du mal en France à reconnaître ces violences d'État du fait d'une socialisation par l'État qui est extrêmement profonde, qui est extrêmement ancrée. Hein, parce qu'au fond, pour nous, l'État, et je ne dis pas simplement pour nous, fonctionnaires d'État payés par l'État, mais de façon plus générale, l'ensemble de la population, hein, on a été socialisé avec cette idée que, bon, quand même, l'État, c'est la civilisation, c'est le porteur d'un certain nombre de valeurs qui sont au fronton des mairies. Et donc, la reconnaissance de sa responsabilité est peut-être quelque chose de compliqué, et y compris encore aujourd'hui. On a les images vidéo sous les yeux, mais on sent bien qu'il y a quand même une espèce de résistance, hein, que je lirais à cette espèce d'inconscient d'État. Merci Michel, on va y revenir hein, bien évidemment à ce que tu commences à y esquisser. J'ai donc donné la parole à Vanessa pour que tu introduises un peu ton ouvrage toi aussi, ouais. Hein, donc autour de cette notion vigilance et autres. Enfin, je te laisse dérouler ouais. ton analyse. Alors en fait, au départ, la vigilance, c'est une valeur positive, on pourrait dire. Par exemple, le philosophe Frédéric Gros hein, rappelle que la vigilance, au départ, c'est la bienveillance, la sollicitude, c'est demander aux gens comment ils vont, s'ils vont bien. Donc, c'est quelque chose de tout à fait… c'est une attention particulière à l'autre, qui peut aussi être une attention aux menaces alentour, et donc qui peut avoir une visée aussi d'autoprotection. Être vigilant, c'est aussi se protéger les autres. Mais cette notion-là n'a pas de fonction punitive ou de fonction répressive. Il n'y a pas de dimension de répression dans cette notion-là. Sauf que, progressivement, et notamment après les attentats du 11 septembre, je vais y venir, cette notion-là va prendre un tout autre sens, va être tournée vers la punition de l'autre, son arrestation, son emprisonnement et puis son procès. Donc, ça va être tourné vers la recherche de suspects, de coupables et de menaces. Et pour introduire justement mon livre, parce que c'est de là que j'ai pris le titre, je ne peux pas ne pas vous citer notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, en octobre 2019, lors de l'hommage aux policiers assassinés à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron dit « L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste ». Et tout le monde à l'époque avait retenu, les journalistes compris, cette notion d'hydre islamiste. Mais ce n'était pas ça le plus important, c'était la suite. Emmanuel Macron disait « Non, c'est toute la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. » Et il disait « Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et avec les valeurs de la République. Cela commence par vous,
forces de l'ordre, fonctionnaires, serviteurs de l'État, je sais combien vous saurez vous engager pour repérer ces petits riens qui deviennent de grandes tragédies. Et là, on voit le sens de la vigilance. La vigilance devient surveiller l'autre, repérer des anormalités, des déviances, des signes de dangerosité et dénoncer. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, parce que là, Emmanuel Macron s'adresse précisément à la nation, mais plus précisément aux fonctionnaires de l'État, comme il le dit. Ce n'est pas un hasard si 6 jours plus tard, les membres de l'université de Cergy-Pontoise ont reçu une grille de signaux de radicalisation qui devait appeler leur vigilance, je cite les mots du président de l'université, et qui devait donc être signalés et donc dénoncés. Je vous les lis. Apparition du voile, changement de physionomie, port de la barbe sans moustache, absentéisme aux heures de prière, refus de l'autorité des femmes, arrêt de la consommation d'alcool. Autrement dit, à l'université Cergy-Pontoise, on devait se surveiller les uns les autres et dénoncer ces fameux signes de radicalisation. Pour la petite histoire, l'affaire a fait tellement scandale que la grille de radicalisation a été enlevée et supprimée. Il n'y en a plus été question à l'université, mais c'était bien le sens au départ. Et en fait, c'est ça la société de vigilance. C'est une société dans laquelle eh bien, les pouvoirs publics, les chefs d'État, les gouvernements, mais aussi un certain nombre d'institutions publiques ou privées, je reviendrai sans doute plus tard sur le rôle de certaines entreprises et de marché de la vigilance, appellent à la surveillance mutuelle des citoyennes, des citoyens, appellent à la délation et plus généralement, appellent à ce que la population se mobilise pour maintenir l'ordre, pour que tout le monde soit en sécurité et puis pour protéger l'État. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que ça va plus loin que ça, puisque non seulement nous sommes poussés à aider la police à en devenir les auxiliaires, et donc à constamment entretenir un lien avec la police, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on nous force progressivement à penser comme la police. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette figure, ce citoyen mi-espion, mi-traître, mi-délateur, mi-policier, mi-agent de service de renseignement. Pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est très ancien. Les citoyennes et les citoyens se sont toujours surveillés et il y a toujours eu une utilisation de la population à des fins sécuritaires. Par exemple, on peut penser, au XIIIe siècle en Angleterre, vous avez un système qui s'appelle Hue and Cry, où si quelqu'un voit une infraction en train de se commettre, on doit poursuivre l'auteur de l'infraction, l'arrêter en groupe, on doit crier et le remettre aux autorités. XIIIe siècle. Donc c'est très vieux. On peut penser au temps de crise, on peut penser au temps de guerre, on peut penser au macartisme, on peut penser à Vichy, on peut penser au régime autoritaire et en particulier à la RDA, où la Stasi avait mis en place un système de délation généralisée. Donc ça a toujours existé. C'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, ça s'est totalement banalisé. C'est devenu normal, c'est devenu ordinaire et ça s'est détaché des temps de crise ou de guerre. Alors, je vais vous prendre 2 exemples très récents de ces appels à s'engager pour la sécurité et les 2 exemples viennent de notre super ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisqu'il y a environ 1 mois et demi ou 2 mois, Gérald Darmanin a annoncé qu'il voulait créer un corps de réservistes de la police nationale. Et dans ce corps de réservistes de la police nationale se trouveraient monsieur et madame tout le monde, et en particulier des avocats ou des boulangers. Ce qui voudrait dire qu'après quelques jours de formation, ces citoyennes et ces citoyens ordinaires patrouilleraient avec la police, donc aideraient la police, feraient comme la police et pourraient peut-être porter les armes. Je mets 3 points de suspension, vous voyez bien ce que cela veut dire. Mais on assiste à une multiplication de ces programmes. Oui, quelqu'un dit dans le chat, les chasseurs, tout à fait, il y aurait des choses à dire sur ça, sur chasse et idéologie sécuritaire. Donc, ça, c'est le premier exemple. On voit bien, on nous incite à aider la police, à patrouiller avec elle. Voilà. Et le deuxième exemple, qui me semble tout aussi significatif, c'est Gérald Darmanin a tweeté le 3 mars dernier en indiquant « À partir de ce matin, chaque citoyen peut désormais signaler à la police nationale et à la gendarmerie un point de deal près de chez lui. » Et dans ce tweet, il renvoyait à des sites internet comme moncommissariat.com. Autrement dit, cet exemple, donc on peut signaler, tout le monde est appelé à dénoncer des points de deal et puis dénoncer tout un tas de choses, puisque cet exemple il est tout à fait significatif de la manière dont le signalement devient au cœur de la répression participative, puisque c'est comme ça que je l'ai nommé de manière un peu provocatrice.
le signalement, c'est devenu quelque chose de tout à fait banal. On retrouve ça dans le cadre du terrorisme. On retrouve ça donc pour les points de deal. On retrouve ça dans la criminalité et la délinquance de droit commun. On retrouve ça aussi pendant la crise du coronavirus, puisque vous avez des pays comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne, mais aussi comme la Belgique, qui ont multiplié les incitations à signaler les citoyennes et les citoyens qui ne respecteraient pas les gestes barrières ou qui ne respecteraient pas le couvre-feu ou le confinement. En Belgique, vous avez des hommes politiques qui ont appelé à dénoncer publiquement les citoyennes et les citoyens qui ne respecteraient pas les mesures de confinement. Donc, on voit bien comment c'est devenu totalement banal. La question, c'est quand et pourquoi. Et en fait, ici, il faut le signaler. Comme pour tous les domaines de la répression, il y a un événement en rupture, c'est le 11 septembre 2001. Alors, on ne peut pas retracer toute l'histoire de l'antiterrorisme, mais il y a quand même quelque chose qui est très important ici, c'est qu'à partir du 11 septembre 2001, il y a cette question qui est habituelle après chaque attentat. Pourquoi les services de renseignement américains n'ont pas pu déjouer les attentats du 11 septembre? Et vous avez toute une réflexion aux États-Unis avec des commissions qui se sont mises en place, des commissions parlementaires que vous pouvez trouver en ligne par ailleurs, que moi j'avais trouvé en cherchant sur Internet. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qui ressort de tous ces débats autour des services de renseignement? Une chose, c'est que le renseignement technologique a trop été privilégié. Le renseignement technologique, c'est les caméras de vidéosurveillance. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont les abandonner, mais que la réflexion aboutit au fait qu'on a délaissé le renseignement humain, le renseignement donné par la population, par des informateurs, par des personnes infiltrées. Et donc, à partir de là, il y a l'idée qu'il faut développer le renseignement humain, ce qui va se traduire par deux choses. Premièrement, on va recruter massivement des agents de services de renseignement, et on a beaucoup recruté après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Canada, même en France par ailleurs. Deuxième chose, on va commencer à valoriser les yeux et les oreilles des citoyens, avec cette idée que seuls eux peuvent, selon les mots de George Bush, débusquer les terroristes. Et donc, vous avez toute une rhétorique qui va valoriser la population pour ses capacités à se surveiller, à se dénoncer. Et vous avez même des sénateurs américains qui disent « la justice ne sert à rien dans le cas de l'antiterrorisme. Par contre, les yeux et les oreilles des citoyens américains et des citoyennes américaines peuvent nous aider à déjouer des attentats. » Et donc, c'est vraiment cet événement rupture qui va entraîner aux États-Unis, mais aussi dans le monde, une multiplication de programmes, d'appels à la population, et ça va ensuite se disséminer, comme pour beaucoup de choses en matière de répression, dans d'autres sphères punitives. Voilà un petit peu pour revenir sur tout ça. Pascal, on ne t'entend pas? Pascal, ton micro? J'avais éteint le micro. Excusez-moi, si l'animateur n'est pas capable de mettre son micro, on est mal barré. Donc oui, je voulais dire que à partir de cette introduction, on a dressé une sorte de tableau de vos deux ouvrages respectifs, même s'ils vont bien sûr beaucoup plus loin. On va essayer maintenant de travailler un petit peu sur des éléments qui évoquent un peu des mêmes sujets dans vos deux livres, qui sont pourtant pas de la même origine. En particulier, on a trouvé un écho particulier autour des thèmes du racisme et de la stigmatisation de certaines populations, de certaines catégories de population. Michel Cocoret, par exemple, dans ton second chapitre qui s'appelle « Crimes racistes et discrimination raciale dans les cités », tu évoques la militarisation des quartiers dits sensibles. Alors, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, quadrillage policier généralisé, irruption des bacs. Je rappelle pour mémoire que les bacs ont été créés par Pierre Bolotte, qui est un ancien fonctionnaire aux colonies, comme quoi ça ne vient pas de nulle part, tout ça. La mise en place d'un contrôle ciblé des habitants, les jeunes en particulier, avec les contrôles d'identité au look, au faciès, et la logique de l'interpellation. Je rappelle la doctrine Sarkozy. En fin de compte, en lisant ton livre, on a l'impression qu'il y a une sorte de raccourci saisissant entre la police coloniale et celle d'aujourd'hui. Il y a pourtant eu un saut de génération. Ils sont morts, les policiers coloniaux, ils sont à la retraite depuis bien longtemps. Il y a une sorte de saut de génération entre les policiers de la coloniale et ceux aujourd'hui. Et toi, tu parles d'une sorte de retour du refoulé. Donc, faut-il en conclure que tout ceci fait système, qu'il est ici question, comme le titre de ton ouvrage le suggère, d'une violence d'État. Tu parles même, toi, de besoin de surviolence d'État. Ça, c'est pour Michel Cocoret et tout. Et Vanessa, toi, dans le troisième chapitre de ton ouvrage, qui est intitulé « Vigilance, profilage et racisme », tu évoques la situation des personnes racisées ou au look particulier. Cette partie de ton livre n'est donc pas sans rappeler ce dont je parlais de Michel Cocoret dans son ouvrage.
et sur la violence d'État dans les quartiers populaires et les comportements ciblés des différents corps de policiers qui interviennent, comme les BAC ou les BST dans les quartiers populaires. Et tu fais toi aussi référence aux années 70 et 80, où on avait assisté à l'époque à une multiplication des crimes racistes sur fond d'autodéfense sécuritaire. Donc, on voit que vos constats, tous les deux, se rejoignent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux de cette convergence de vos constats et analyses? Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fin de compte, ce que je viens d'un peu d'introduire. Vanessa, tu veux répondre en premier? Ou Michel, Ouais. vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Non, je peux répondre en premier. Alors, si on fait le même constat aussi, c'est que dans un de mes précédents bouquins sur la légitime défense, j'avais précisément travaillé sur les crimes racistes et les crimes d'autodéfense. Et j'avais montré qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelle des bavures policières, même si le thème est galvaudé, contre des minorités, des individus racisés, mais que les personnes qui se faisaient légitime défense ou qui prenaient les armes à des fins sécuritaires tuaient aussi en priorité des individus racisés. Donc, il se passe quelque chose dans les années 70, et c'est des années 70 qui sont extrêmement importantes puisqu'on a une politisation des questions sécuritaires. Michel Foucault dit « nous entrons dans des sociétés de sécurité », donc des sociétés où les questions sécuritaires priment, la question de la pénalité domine, dit Foucault. Et puis, à ce moment-là, il y a une assimilation entre délinquance et nord-africains, arabes, individus racisés. Donc, il se joue quelque chose de très important. Il y a un nœud là qui se joue dans les années 70. Et ce n'est pas un hasard, pour en revenir à ma thématique, que c'est à partir des années 70 que le thème de la vigilance apparaît. Alors, ce n'est pas la vigilance au sens de délation, au sens de signaler l'autre, mais c'est déjà une vigilance sécuritaire à des fins d'autoprotection. Dans les années 70, on demande à la population de faire attention, de se méfier des autres, de ne pas ouvrir la porte à des inconnus. J'avais retrouvé des injonctions du genre si quelqu'un rentre chez vous, ne le quittez pas une seconde, même des yeux. Donc, vous voyez la question de l'œil sécuritaire, de l'œil méfiant, de l'œil suspicieux. Il est déjà là, il est déjà en construction à partir des années 70. La question que je me suis posée pour répondre à la question des discriminations, c'est qui regarde qui et qui dénonce qui dans la société de vigilance. Et en général, il y a une idée qui revient toujours, c'est qu'on est dans des sociétés où ce qui domine, c'est le panoptique. C'est quoi l'image du panoptique? C'est une image d'une prison idéale qui a été inventée par le philosophe Jérémy Bentham. C'est une tour centrale qu'on met au milieu d'une prison. Et l'idée, c'est que les gardiens, en haut de la tour centrale, peuvent voir tous les prisonniers. Donc, l'avantage, c'est de voir tout le monde sans être vu. À l'inverse, il y a une fonction disciplinaire, puisque tous les prisonniers, ils ne savent pas s'ils sont vus ou ils ne sont pas vus, et donc ils vont modifier leur comportement en ce sens. Est-ce que ça s'applique à la société de vigilance et à la surveillance de toutes et de tous par tous et toutes? Eh bien, non. Parce qu'en fait, dans la société de vigilance, tout le monde ne regarde pas tout le monde et tout le monde ne dénonce pas tout le monde. C'est pour ça que j'ai préféré dans mon terme le terme de synoptique, qui est emprunté à David Lyon, qui est un chercheur spécialiste des questions de sécurité. C'est quoi le synoptique? C'est la surveillance d'une grande partie de la population contre une petite partie de la population. Et qui va être surveillé dans les sociétés de sécurité, les sociétés de vigilance? Eh bien, ça va être les individus historiquement stigmatisés, réprimés, criminalisés par le pouvoir et les institutions de répression. Ça va être les délinquants, les jeunes, ça va être en particulier les Noirs aux États-Unis ou les Arabes en France. Autrement dit, c'est les individus et les corps racisés qui sont prioritairement la cible de la société de vigilance et donc de la surveillance latérale, mais aussi de la dénonciation. Je rappelle, par exemple, c'est juste un exemple, que le CCIF avait montré que pendant l'état d'urgence, donc durant 2 ans, 2015-2017, il s'était occupé de 400 plaintes pour fausse dénonciation. C'est-à-dire qu'il y avait eu à minima 400 personnes qui avaient été dénoncées pour terrorisme pour des raisons malveillantes. Ça peut être un voisin, ça peut être dans le cadre d'un conflit familial, ça peut être dans le cadre d'un conflit de travail. Donc l'accusation de terrorisme, elle s'est complètement développée pour viser des individus racisés. Et ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, cette surveillance latérale contre des minorités racisées, elle peut s'expliquer par des préjugés, des stéréotypes raciaux, par le racisme, mais elle est aussi complètement construite par ces appels à la vigilance et ces appels aux injonctions, ces injonctions sécuritaires.
Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est la manière dont les institutions de répression, les gouvernements, etc., nous incitent à surveiller les musulmanes et les musulmans, réels ou supposés, et nous imposent finalement ce que j'ai appelé une problématique visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous incitent et nous disent qui regarder et comment regarder. Qui regarder, les musulmans et les musulmanes, réels ou supposés, comment regarder avec haine, avec suspicion, avec dégoût, avec inquiétude, avec méfiance. Et justement, j'ai essayé de montrer comment tout ça se construisait progressivement. Il y a plusieurs stratégies. Par exemple, par tous les discours sur le problème musulman. Vous avez tout un ensemble de discours sur le fait que l'islam ou les musulmans sont un problème. J'avais retrouvé un discours de Manuel Valls, par exemple, qui disait « Il y a en France un problème de l'islam et un problème des musulmans ». Voilà, ça c'est le genre de choses qui vont construire l'islam comme un problème et finalement les musulmanes et les musulmans comme des individus dangereux et menaçants. Deuxièmement, chose extrêmement importante et qui va rejoindre peut-être des choses que va vous dire Michel, par la répression des musulmanes et des musulmans après les attentats. Après les attentats de 2015, par exemple, il y a eu des centaines et des milliers de perquisitions. Et puis des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été contrôlés, etc. Est-ce que ça a été efficace du point de vue pénal? Non. Est-ce qu'il y a eu des procès après ça? Non. Alors ça sert à quoi? À deux choses. Un, ça sert à menacer, à intimider, à insécuriser une partie de la population qui est minorisée. Et puis aussi, ça sert à montrer au reste de la population, voilà le danger. Si on les perquisitionne, si on les arrête, si on les contrôle, c'est bien parce que ce sont des menaces. C'est bien parce que ce sont des individus potentiellement dangereux et ce sont déjà des suspects. Et donc la répression est déjà une manière de construire cette problématique visuelle. Après, évidemment, il faudrait rentrer dans le détail, on n'a pas le temps et puis ce n'est pas le but, mais il y a tout ce qui concerne ces fameuses grilles de radicalisation dont je vous ai parlé et qui indiquent clairement quoi regarder. Le voile, la barbe, les pratiques vestimentaires, etc., etc. Et donc là encore, qui oriente le regard, qui capte le regard. Et puis enfin, il faut signaler ce phénomène-là, c'est l'assimilation entre le terrorisme et l'islam, premièrement, et la seule focalisation sur le terrorisme dit islamiste. À savoir qu'il y a d'autres formes de terrorisme qui ne sont pas prises en compte ou très faiblement utilisées politiquement. C'est le terrorisme d'extrême droite, le terrorisme du suprémacisme blanc, des nationalistes, etc., qui est complètement mis en bas de la hiérarchie des préoccupations sécuritaires, alors que, par exemple, aux États-Unis, ils font bien plus de morts. Donc, je ne veux pas être trop longue parce que Michel a beaucoup de choses à dire aussi, mais je voudrais vous dire que ça nous dit plusieurs choses très importantes. Premièrement, cela montre comment les populations sont utilisées à des fins sécuritaires pour participer aux chasses aux sorcières qui sont lancées par les États. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Deuxièmement, c'est qu'on voit aussi comment certains groupes sociaux sont doublement réprimés, doublement surveillés, doublement stigmatisés, et par l'État et par la population. Et surtout, ce que ça nous dit, et j'en viens à la question du contrôle et de l'obéissance, c'est que du coup, les gouvernements, ils produisent une insécurisation mutuelle. Les personnes surveillées sont insécurisées par les personnes qui les surveillent, et les personnes qui surveillent sont insécurisées par les soi-disant menaces et personnes dangereuses qu'on les incite à surveiller. Et donc, tout ça fait qu'il y a une insécurisation circulaire, comme ça, qui accroît le contrôle de l'État et qui empêche les solidarités, qui empêche les luttes communes et qui empêche d'en revenir à cette fameuse vigilance au sens premier de bienveillance et de sollicitude. Merci Vanessa. Michel, donc tu rebondis sur la question tout à l'heure concernant donc le retour du refoulé, police coloniale, police d'aujourd'hui, même combat. Oui, alors c'est vrai que on peut rappeler quand même que les CRS de 68 ont tous plus ou moins fait leur service militaire en Algérie. Bon, ils n'ont pas forcément torturé les militants ou les membres des habitants de la Casbah, mais enfin, bon, il y avait quand même une sorte d'arrière-plan historique. Bon, alors c'est pas la même police, mais il y a une continuité de l'État. Et cette continuité de l'État, elle se traduit par exemple par la préfectorale, d'un préfet de police de Paris à un autre. Elle se traduit par le fait que le responsable des CRS va rester le même, si je ne m'abuse, du début des années 60 au début des années 70. Bon. Si ce n'est pas la même police, la guerre d'Algérie n'est pas terminée pour tout le monde. Bon. Et moi, ce que j'essaye de rappeler, même si c'est en même
important. Bon, la pédagogie, c'est important, notamment pour les nouvelles générations, mais aussi pour rappeler peut-être des choses un peu oubliées aux plus anciens. C'est que à partir des années 70, et notamment c'est le meurtre de Djilali Ben Ali, il y a une séquence, une flambée de meurtres racistes, période très précisément entre 71 et 73, il y a 50 morts, il y a 300 blessés, ils sont tous membres de la communauté algérienne. Bon. Et évidemment, on est dans un contexte qui est marqué par cette fin du cycle infini de l'énergie, comme le dit l'écrivain de Toledo, Camille de Toledo. 73, c'est vraiment un tournant fondamental. Bon, on va dire, pour simplifier, que ce n'est pas simplement la crise du pétrole, hein, c'est une crise économique majeure à l'échelle mondiale. Comme dans toute crise, les émigrés et leurs enfants sont des cibles, sont des boucs émissaires. C'était vrai déjà à la fin du 19e siècle, c'était vrai aussi dans les années 30 et ça devient aussi le cas au début des années 70. Et donc, à partir de 73, quand même, ce qui est remarquable jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à Adama Traoré, jusqu'à Théo, hein, il n'y a pas d'année qui se passe sans que des jeunes, alors qu'on appelle différemment, hein, au début on les appelle les jeunes émigrés, bon, alors qu'ils sont souvent nés en France et qui ne sont pas plus émigrés que Pierre, Paul ou Jacques, mais passons, qu'on appelle après les membres de la seconde génération de l'émigration maghrébine, donc on peine un peu sur les mots, hein. Mais ils sont tués, assassinés, alors soit par des policiers, soit par des voisins excédés par le bruit, qui saisissent leur carabine 22 long rifle pour leur tirer dessus, soit par des militants du Front National qui commencent à émerger, qui localement, il faudra attendre 10 ans pour que ça se passe. Bon. Et cela avec, au fond, à peu près les mêmes logiques, hein, que pour les massacres d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, ce n'est pas des milliers, hein, c'est un par-ci, un par-là, 10 par an, mais de façon régulière, et à chaque fois, donc, des pratiques violentes, un usage de la violence qui est couvert par l'administration, par l'institution, hein, parce qu'il y a ce schéma de la pyramide inversée qu'a très bien démontré Dominique Monjardet et qui fait que, en gros, les pratiques des fonctionnaires, on s'efforce qu'ils rentrent dans les cadres, dans les murs, hein, bon, et puis bon, il y a des moments effectivement où c'est un peu compliqué, donc là bon, on ne peut pas empêcher les procédures disciplinaires, donc il y a une couverture de la hiérarchie, en tout cas la hiérarchie directe, et puis il y a une culture de l'impunité, hein, il y a une espèce de jurisprudence qui fait que tuer un arabe, c'est obtenir, même s'il y a une instruction, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, c'est obtenir une relaxe. Et brutalité policière, plus couverture par l'administration, l'institution policière, plus culture de l'impunité, bon, effectivement, c'est ça qui fait système. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que peut-être aujourd'hui, on a une meilleure connaissance du 17 octobre 61, de Charonne, de la Guadeloupe, ou même de Sétif. Bon, mais toute cette période, à partir des années, encore une fois, 70, hein, on pourrait dire avec Jazouli, les années banlieue, est complètement invisibilisée. Et il va falloir presque attendre les années 2000 pour qu'on les découvre, ces violences. Et notamment, il y a des scènes au moment des manifestations contre la loi El Khomri, bon, où des habitants, des militants des quartiers populaires viennent dans les manifestations, éventuellement à Nuit debout, et un peu ironique en disant « Ah bah oui, vous découvrez les violences policières », parce qu'effectivement, à partir de 2016, ça change complètement, on en reparlera peut-être. Bon, bah nous, ça fait 30 ans. Et il y a eu un certain nombre d'émeutes, hein, ou de rébellions, bon, qui à chaque fois ont fait suite, hein, à des meurtres, hein, des assassinats, en tout cas
vraiment dans des conditions très troubles et qui demandaient respect, vigilance et justice. Tout ça pour dire que, au fond, la brutalité de l'usage de la violence de l'État, elle semble, à première vue, hors norme. Elle semble exceptionnelle. Or, c'est faux. Et c'est ce que démontre cette petite série que j'ai résumée, comme une histoire plus longue, hein, qu'on pourrait évidemment faire commencer avant 1945. Hein. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, c'est un ensemble de techniques qui appelle la discipline, l'esprit de corps. Monjardet avait fait un article fondateur dans les années 80 sur la technique et la doctrine, l'idéologie des CRS. Ça veut dire qu'il y a une organisation qui est fortement centralisée, l'état-major décidant et dirigeant. Hein. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si je reprends des événements historiques comme le Huillet, hein, mais c'est pareil pour d'autres, en fait, la force meurtrière qui est exercée, en fait, elle ne fait que porter à son extrême une violence qui est normée, qui est routinière, qui est inscrite dans des actions qui sont répertoriées, qui sont autorisées, hein, par des techniques de maintien de l'ordre, mais aussi par une morale policière qui est inavouable à d'autres, hein, mais qui peut justifier éventuellement de se faire justice soi-même. Et c'est ce qui fait, et là encore, je suis les analyses de Verp, c'est ce qui fait que le même corpus théorique de maintien de l'ordre, le même éventail d'armes, hein, le bidule, le fameux bidule, le bâton là, à casser des crânes qui faisait 1,5 m et qui était remplacé après 68 bon, par des matraques. Bon, aujourd'hui, on en est évidemment à des armes de guerre avec les LBD. Bon. Mais le même éventail d'armes, la même doctrine d'usage du maintien de l'ordre, eh ben, peuvent conduire sous l'effet d'événements, hein, de conditions de possibilité exogènes, on va dire, tantôt à une violence mesurée, tantôt à une violence qui est proportionnée, qui est légitime, et tantôt au massacre. Et ça, je pense que cette continuité entre la violence normée, encadrée, organisée, et la violence paroxystique, extrême, ou la surviolence, cette continuité, elle est absolument fondamentale à prendre en compte. Bon. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a bien une matrice, hein, bon, que j'ai un peu essayé de résumer tout à l'heure avec la brutalité des pratiques, la couverture par l'administration et la culture de l'impunité. Alors, si on revient à la question coloniale, effectivement, par exemple, Peinture-Égouste montre très bien la fonction de cette police endocoloniale, hein, notamment dans ces quartiers populaires. Bon. Mais ce qui me gêne parfois avec ces analyses sur le colonial et le décolonial, c'est qu'elles peuvent laisser penser que l'histoire serait linéaire. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, depuis 1830, le début de la colonisation, ou depuis 1945, sétif, rien de nouveau sous le soleil. Et effectivement, c'est la même machine d'État qu'on retrouve à l'œuvre. Or, on le sait aussi, l'histoire, elle est faite de continuité, de discontinuité, elle est faite de permanence et de rupture. Et à cet égard, la dernière séquence, qui est effectivement inaugurée par la déclaration de l'état d'urgence après les attentats de 2015, elle marque un effet de seuil évident, hein, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de violence des forces de l'ordre sans précédent. On a pu en faire un bilan chiffré afin de montrer que cette violence, elle ne relevait pas de dysfonctionnement, hein, elle ne relevait pas de déviance policière. Bon, ce n'était pas les pommes pourries, mais elle obéissait à une stratégie, hein, et notamment à une stratégie qui a été mise en œuvre par le préfet Lallemand à Bordeaux, hein, qui lui a valu sa mutation dans cet état, dans l'État qu'est la préfecture de police de Paris, avec les résultats qu'on connaît et qu'a bien documenté, notamment sur Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement, David Dufresne. Bon,
Mais c'est ce qui a fait aussi que, quand même, depuis 2018, les dénonciations et les cris, disons, d'outrage se sont multipliés, que ce soit en France ou à l'étranger. Bon. Alors, ce qui a peut-être aussi introduit une discontinuité, c'est qu'en 61, le 17 octobre, il n'y a pas de photographe, il n'y a pas d'image. Il y en a très peu. Il y en a très peu. En 68, quand on regarde un peu, il y a très peu d'images des combats extrêmement violents qui ont eu lieu la nuit, que ce soit dans le quartier latin ou dans d'autres villes, à Caen, à Lyon, à Sochaux, et pas simplement en mai, mais aussi en juin, parce qu'on sait que 68, ce n'est pas mai, simplement c'est mai et juin. Donc, très Michel, peu on va y d'images. revenir. On va y revenir sur ça, sur cet aspect-là. Alors, laisse-moi juste te dire, c'est Ouais. que juste ce qui a changé par rapport comme élément quand même de rupture, c'est la qualité des réseaux sociaux. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus cacher ces violences. Ça ne veut pas dire non plus que parce qu'il y a des images, la procédure est assurée, hein, et d'où évidemment le débat sur le fameux article de la loi sécurité globale. On va y revenir quand on reparlera de vigilance tout à l'heure, parce que la vigilance, c'est aussi celle des observateurs, des journalistes et des vidéastes. Et tout, où là, ça a plutôt un côté positif. Mais on va y revenir. On peut aborder donc, le troisième volet, si vous voulez, qui a déjà été un peu déforé hein, par les précédentes interventions, mais il est quand même bon d'y revenir. Vanessa, il y a dans ton livre, hein, il y a les notions qui sont d'un côté les notions de dénonciation, les côtés de délation tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, de la différence entre dénoncer et faire de la délation. Et puis, tu as déjà évoqué aussi le problème, c'est la disparition des sanctuaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu en as parlé à l'université, mais ça va jusque dans la maternelle. Où on doit repérer les enfants déviants, les parents un peu anormaux par rapport aux normes sécuritaires en violence. Et puis, derrière ça, on voit émerger les concepts autour de l'invention médiatique et sécuritaire du concept d'islamo-gauchisme, les notions de séparatisme. Tout ceci crée un espèce de fond de choses qui rentre en résonance en fin de compte avec la société de vigilance dont tu parles. Donc, on peut peut-être continuer un peu à réfléchir là-dessus. Et puis, Michel, toi, de ton côté, tu viens d'aborder aussi, tu parles de la notion de militarisation de la police. D'accord. Effectivement, on est loin du CRS de 1968 avec son impair et son casque et son bidule. Aujourd'hui, on en est au LBD et à l'ensemble de l'armement que constate. D'ailleurs, je ferai une petite incise. Tu parlais tout à l'heure, Michel Cocorette, de la réaction pendant Nuit debout de jeunes qui interpellaient les militants de Nuit debout en disant « Vous êtes en train de subir la violence que nous, on subit dans nos quartiers depuis des années ». On a eu le même phénomène à Toulouse. Hein. Nous, à l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse, des jeunes, au mois de décembre 2018, quand on ramassait les balles de LBD pour argumenter et pour préparer notre travaux de restitution des violences policières, des jeunes nous ont abordés en disant « Ah, vous découvrez ces trucs-là, mais nous, ça fait des années qu'on se les prend dans la gueule. » On avait eu comme ça ce genre de réaction spontanée, mais on y reviendra sans doute. Mais tu parles de logique de militarisation et tu faisais référence, en tout cas pour le mouvement social, hein, à 2016, hein, la loi El Khomri, et de cette répression extrêmement violente, et puis bien sûr des Gilets jaunes en 2018. Alors, les policiers français, ils seront même bien gangrénés par les textes d'extrême droite, on le sait tous, hein, et par beaucoup de formes de racisme. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, les flics français, prêts à toutes les exactions? Parce qu'on peut dire qu'ils sont protégés par les lois sécuritaires, comme la loi sécurité globale, par les textes, comme le nouveau schéma du maintien de l'ordre, hein, qui grave dans le marbre la BAC comme étant le référent, hein, les brigades d'anticriminalité comme étant de fait le référent des pratiques policières par rapport aux manifestations, et puis par des syndicats qui sont devenus co-gestionnaires du ministère de l'Intérieur et des policiers de la base, en fin de compte, qui imposent leur choix. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que la police peut être considérée comme une milice qui serait destinée à imposer l'ordre social néolibéral comme elle était autrefois destinée à faire perdurer l'ordre colonial? Est-ce qu'on peut faire là aussi se ramasser donc entre d'un côté donc Vanessa et les aspects liés donc à l'ensemble des constructions qu'il y a autour des aspects sécuritaires et tout, et celui de concrètement sur le terrain des activités de la police? Est-ce qu'on peut dire de tout ça?
En quoi ces deux notions, militarisation d'un côté et délation de l'autre, elles sont complémentaires en fin de compte. Michel, tu veux intervenir? C'est Vanessa qui a pris la parole ou Vanessa? Intervenez comme vous voulez. Alors, moi, je veux bien, comme ça, on interfère. Enfin, oui, alors c'est vrai que, bon, voilà, on peut dire beaucoup de choses sur le changement de look des policiers depuis la création des CRS en 1944, entrant en action lors des grandes grèves des mineurs en 1947-1948, hein, où ils tiraient à balles réelles, et d'où date le fameux slogan CRS-SS en 1947-1948, hein, donc c'est frais encore, qui sera repris évidemment par notamment les étudiants en 1968. Bon. Et donc, effectivement, quand on compare l'habit des CRS, bon, par exemple en 68, et ce qu'il est aujourd'hui, bon, effectivement, la tendance d'utilisation, elle est très nette. Bon, je pense que c'est assez connu, c'est assez évident. Je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus, parce qu'il y a d'autres aspects qui sont en jeu, c'est-à-dire que au fond, pendant longtemps, et notamment si on cible les forces de l'ordre visaient des groupes particuliers, ils visaient des paysans, visaient des étudiants, des lycéens, bon, et souvent les fins de cortège qui étaient chaudes. Bon, on voit que les CRS, quand ils sont interrogés par Monjardet dans les années 80, faire nettement avoir en face d'eux des agriculteurs ou des marins-pêcheurs que des étudiants qui considèrent des glandeurs et qui vont matraquer avec beaucoup moins d'état d'âme que quand même des gens qui sont quand même issus plus ou moins des mêmes catégories sociales. Ce qui change, me semble-t-il, à partir des années 2000, et notamment du fait de militarisation, bon, qui est quand même très lié aux émeutes de 2005 et de 2007, c'est que c'est un individu quelconque qui peut être visé par un tir de LBD, où c'est tout le cortège, et pas simplement le cortège de tête, ou pas simplement le cortège qui peine à se disperser. C'est tout le cortège qui peut être gazé plusieurs fois dans une après-midi. Il y a une sorte de démocratisation de la violence, hein, en même temps qu'une montée de la militarisation. L'ennemi, il devient quelconque. Il n'y a plus un adversaire, il y a un ennemi. Il y a un troisième aspect qui entre en jeu, c'est le contrôle de l'espace. Alors bon, c'est un grand classique de l'histoire, la sociologie du maintien de l'ordre. Maintenir l'ordre, c'est contrôler l'espace, c'est assurer une sorte de monopole spatial sur la ville. Un monopole spatial de l'usage légitime de la violence physique, on pourrait dire en reprenant Weber. Bon. Et contrôler l'espace, qu'est-ce que ça a produit à partir notamment de 2016, hein, c'est effectivement une présence rapprochée des forces de l'ordre, c'est une segmentation des cortèges, alors pas forcément en tête de cortège, mais en tout cas de façon latérale. La tête de cortège, d'une certaine manière, assurée par les CRS ou les gardes mobiles, c'est venu un petit peu plus tard, jusqu'à la NAS mobile, hein, qui a accompagné les Gilets jaunes, disons, à partir de juin 2019. C'est le fait que, comme on l'a vu de façon dramatique, boulevard Sébastopol en décembre dernier, les cortèges sont tronçonnés, bon, sans absolument aucune raison. Et c'est ça qui est d'ailleurs complètement à la fois hallucinant, inquiétant, c'est que les forces de l'ordre interviennent sans raison, tout d'un coup, sans qu'il y ait matière, sans qu'il y ait forcément des dégradations, des feux de poubelle. Et bon, par exemple, ils segmentent les cortèges. Bon, alors évidemment, ça suscite des réactions, des jets de projectiles qui eux-mêmes suscitent des jets de gaz lacrymogène. Bon. Et puis, la militarisation aussi, c'est le fait que pendant très longtemps, il y avait un usage, alors peut-être certains et certaines vont s'étrangler, préventif du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que les CRS avaient une fonction dissuasive. Ils étaient censés, disons, faire peur. Bon. Alors que parfois,
et notamment pour les plus jeunes, ils avaient la peur au ventre. Ça, Monjardel explique aussi très bien dans son article. Or, ce qui a changé, et notamment avec la mise en place ou la banalisation, pour parler un peu comme Vanessa, de cette stratégie offensive, c'est le fait d'aller au contact, d'aller chercher dans la foule des individus, hein, alors qui peuvent être des individus quelconques parfois, comme on l'a vu en décembre dernier, qui peuvent être des membres des Black Blocs, bon, qui peuvent être des gens qui ont été repérés parce qu'il y a des moyens audiovisuels, bon. Et tout ça fait que on a plus à affaire à des forces du désordre, ou en tout cas on est assez loin de la doctrine, disons, à la française qu'on a vu appliquer pendant un certain nombre de décennies. Juste, peut-être pour être trop long et repasser la balle à Vanessa, est-ce que tous les policiers sont prêts à toutes les exactions? Bon, je pense pas. Et en même temps, bon, on n'a ni d'éléments pour l'affirmer, ni des éléments pour l'infirmer. Bon, parce que aussi, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, et ça fait débat au sein de la police, c'est pas quand même inintéressant, hein, c'est qu'il y a des spécialistes du maintien de l'ordre, hein, auxquels on donne des ordres, encore une fois, hein, c'est pas, voilà. Mais en fait, ils sont formés, ils s'entraînent, c'est leur métier. Leur métier, c'est notamment d'attendre dans l'écart pendant de nombreuses heures, et puis tout d'un coup, hop, on y va. C'est aussi de faire beaucoup d'autres choses que du maintien de l'ordre pour les CRS. Et puis à côté, on a eu tout un tas de services, dont les BAC, qui n'ont pas de formation en maintien de l'ordre, qui sont des cow-boys, comme on dit dans les cités. Mais il y a eu d'autres unités qui ont été associées à ces forces de maintien de l'ordre. Bon. Et en gros, ils foutent le bordel. Hein. C'est-à-dire que, et à caricaturer un peu le discours qu'on peut entendre parfois, même si c'est difficile de faire des enquêtes sociologiques avec des CRS, mais nous, on fait le métier, on connaît, on a comment dire, la devise obéir. Hein, la devise, c'est obéir. Bon. Les BAC et les autres unités qui sont amenées à renforcer par leur mobilité, par leur légèreté, les unités, disons, lourdes, eux, ils font un peu n'importe quoi. Bon. Mais le résultat, c'est que c'est quand même un peu le chaos, hein, et qu'on a le bilan, le triste bilan que l'on connaît. Donc, je ne pense pas que ce soit, et si tu permets juste d'ajouter ça, c'est que je pense que le terme de milice, bon, fait plaisir aux militants, il est galvanisant, ok, mais ce n'est pas ça ce à quoi on a affaire. Parce qu'on a affaire à une organisation centralisée avec des états-majors qui dirigent et décident sous la houlette des politiques. Je pense qu'il ne faut pas complètement le perdre de vue, même si on a des comportements parfois qui peuvent ressembler à des avec des Rio, avec des drôles d'insignes à droite et à gauche. Vanessa, tu veux prolonger un petit peu et puis revenir un petit peu à ce qu'on disait, tout ce qui se passe derrière en termes de logique sécuritaire. Alors, en fait, déjà, il faudrait faire quelque chose que j'aurais dû faire avant, c'est de rappeler que nous vivons aujourd'hui dans une période extrêmement répressive, hein, avec, notamment en France avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Hein. Ça a commencé en 2017 avec l'intégration dans le droit commun de dispositifs liés à l'état d'urgence. Ça continue avec la répression inouïe des Gilets jaunes et la loi anti-casseurs. Ça se poursuit aujourd'hui avec la loi sécurité globale et celle dite sur les principes républicains. Et en fait, cette liste, pourquoi je la fais? Parce que elle permet de comprendre deux phénomènes très importants en matière de répression aujourd'hui. D'une part, il y a un renforcement continu de l'appareil répressif qui se nourrit, qui se gave de lois sécuritaires qui s'empilent les unes les autres. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Hein. On est en train de fabriquer un monstre sécuritaire dont on ne sait même plus de quoi il est nourri et qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la première chose qui me semble très importante à dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a à la fois une extension des filets de la répression et des cibles de la répression.
l'extension des filets de la répression, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour annihiler un groupe, une série d'individus, des suspects, voire toute contestation politique, on va mobiliser toutes les institutions de répression possibles. L'administration, les services de renseignement, la police, la justice, mais aussi, pourquoi pas, l'armée. Et j'ai en tête l'image des blindés militaires dans Paris. Mais aussi extension des personnes qui peuvent être touchées par la répression. Je pense aux lycéennes et aux lycéens, je pense aux collégiennes et aux collégiens, aux journalistes, aux avocats, évidemment les militantes et les militants, hein, puisque je travaille sur la répression des militants depuis maintenant plus d'une décennie. Et en fait, tout le monde aujourd'hui peut être visé par l'une ou l'autre forme de répression. Et donc, ce que je décris dans la société de vigilance, la dénonciation, l'autosurveillance, la surveillance étatique, etc., ce n'est qu'un pan de cette répression qui est beaucoup plus large. Ça n'est qu'un défilé de cette répression. Et je suis parfaitement d'accord à ce qui a été dit dans le chat. Évidemment qu'il faudrait réintroduire la répression des militantes et des militants là-dedans, parce qu'eux aussi sont assimilés au terrorisme, hein, et ce jeu assimilation terrorisme égale militantisme est extrêmement dangereux. Donc voilà, c'était pour faire quand même un petit point sur la répression, et en particulier sur la répression du militantisme dont il faudrait parler absolument, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Sur la différence entre dénonciation et délation, il faudrait la faire. C'est-à-dire que la dénonciation et la dénonciation, ça ne renvoie pas logiquement aux mêmes choses. Ça n'est pas connoté aussi de la même manière. La dénonciation, et c'est notamment ce qu'ont montré certains travaux en sociologie, et notamment je pense à quelqu'un de spécialiste qui s'appelle Luc Boltanski, a montré que la dénonciation, c'était l'alerte, la mise en alerte d'une injustice. La délation, c'est quelque chose qui est fait pour des motifs vils, pour des motifs personnels, pour des motifs de vengeance notamment. Pourquoi est-ce que dans mon livre, je n'ai pas fait cette distinction entre dénonciation et délation? Eh bien, tout simplement parce que les gouvernements, eux, la font. Les gouvernements, ils vont toujours insister sur le fait que ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas de la dénonciation, ce n'est pas, de la délation, c'est de la dénonciation. Ils jouent sur les mots en disant non, vous n'allez pas faire de la délation, vous allez dénoncer. Dénoncer, c'est civique, c'est patriotique. La délation, c'est vil. Et en réalité, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire les deux, puisqu'en réalité, on nous appelle bien à faire de la délation. Plus important, la question sur les sanctuaires. Il n'y aurait plus de sanctuaires aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, les injonctions sécuritaires à devenir totalement perméables aux questions sécuritaires, aux sentiments sécuritaires, aux logiques sécuritaires, en fait, elles s'inscrivent dans une multitude d'espaces et d'institutions. Ça va être bien sûr l'espace public, la rue, le quartier, les transports en commun. Ça va être les centres commerciaux. Je pense à Attentif Ensemble. Ça va être dans des lieux qui sont officiellement imperméables aux logiques sécuritaires et répressives. Je pense à l'école, je pense à l'université, je pense au secteur sanitaire et social. Et donc, il y a tout un ensemble d'espaces qui me semble très important. Donc, alors, je reviens d'abord sur les premiers cercles, en vous disant bien évidemment qu'au départ, tous les programmes d'appel à la délation et au signalement se sont appuyés sur ce qu'on appelle la surveillance de quartier. C'est-à-dire sur des citoyennes et des citoyens qui étaient déjà engagés dans des programmes qu'on connaît bien sous le nom en France de voisins vigilants. Vous avez aux États-Unis et Angleterre une multitude de programmes de voisins vigilants, c'est-à-dire que ce sont sur eux que se sont appuyés au départ la police et les gouvernements. Et pour petit rappel, en France, les voisins vigilants, ça apparaît au début des années 2000, ça se retrouve surtout dans certaines régions comme le sud de la France, et ils vont signaler notamment à la police des infractions ou des activités suspectes. Donc au départ, ces appels à la surveillance mutuelle et à la délation, ils vont précisément focaliser sur le quartier, la rue, les petits espaces. Mais progressivement, et notamment après les attentats du 11 septembre, c'est toute la population qui va être appelée à surveiller les activités suspectes. Et donc, ça revient à surveiller de plus en plus d'individus. Les collègues, les voisins, les connaissances, les usagers de transport en commun, les usagers des services publics, les passagers d'un avion, parfois même de simples passants. Mais ça peut être aussi les familles, les amis, les proches. Et ça va être dans une pléthore de lieux, je l'ai dit, le métro, le lieu de culte, l'entreprise, l'immeuble, les réseaux sociaux, le centre commercial. Mais ce qui m'a intéressé dans mes travaux et dans le livre, c'est de citer des lieux qui, d'ordinaire, devraient être vraiment imperméables à toutes ces questions-là. C'est le cas de l'école, par exemple.
L'école est devenue aujourd'hui un lieu d'investissement sécuritaire. Pourquoi? Parce que l'école a été pensée comme le lieu clé de la lutte contre la radicalisation. Et à partir de là vont apparaître la figure de l'enfant potentiellement radicalisé, de l'enfant dangereux, voire de l'enfant monstre. Et alors, je vous donne quelques exemples, mais vous les avez en tête. C'est lorsque les enfants qui ont refusé de faire la minute de silence après les attentats de Charlie Hebdo ont été signalés. C'est par exemple le cas lorsque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, dit qu'il faut regarder les petits garçons qui ne veulent pas donner la main aux petites filles ou qui ne veulent pas s'asseoir sur une chaise rouge, etc., etc. Et ça va très loin. On a des exemples absolument ahurissants de ces dérives-là. Par exemple, en Belgique, vous avez dans une crèche maternelle, dans une école maternelle, ou même une crèche, je crois, enfin, ils étaient vraiment tout petits, des enfants qui ont crié à la Akbar dans la cour de récréation, et ils ont été signalés pour radicalisation. Donc, dès l'école maternelle, dès le plus jeune âge, on peut être considéré comme radicalisé. Et ça renvoie à une vision libérale de droite de la sécurité selon laquelle on peut repérer la violence, la dangerosité dès l'enfance et dès 3 ans. Et je vous renvoie à un ensemble de discours sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy sur « il faut détecter les signes de dangerosité chez l'enfant de 3 ans ». Mais ça renvoie ça. Alors, il y a aussi d'autres dérives. Par exemple, en Angleterre, vous avez un enfant de 4 ans qui a été signalé pour radicalisation et sa famille aussi parce que l'auxiliaire de puéricultrice croyait qu'il avait dit que son père était en train de fabriquer une bombe. Enfin, alors que ce n'était pas du tout ce qu'il avait dit. Enfin, tout un tas d'exemples tout à fait incroyables. Mais ça renvoie à d'autres logiques. Ça renvoie, à mon avis, à la policiarisation de l'école, avec tous ces débats sur la police doit absolument rentrer dans l'école. Ça renvoie aussi au fait qu'on demande de plus en plus aux professeurs de remplir des fonctions répressives et punitives. Le signalement devient au cœur de leur métier. Et ça renvoie beaucoup plus généralement à une criminalisation de l'enfance et à une criminalisation des familles, puisque les familles vont être aussi suspectes et suspectées dans le cas où il y aurait des signes suspects. Je vous signale par exemple qu'au Danemark, si les familles ne participent pas à des stages de déradicalisation ou qu'elles ne montrent pas de bonnes normes de citoyenneté, on peut leur supprimer leurs allocations familiales. Voilà, ça c'est un exemple que je voulais vous donner. Voilà pour l'école. L'université, c'est encore un exemple. Aujourd'hui, l'université, elle est attaquée. Elle est attaquée. Alors évidemment, elle est détruite par la logique néolibérale, par les injonctions de la gouvernance néolibérale, mais elle est aussi attaquée par les questions sécuritaires. J'ai trouvé un rapport parlementaire de 2019 qui disait que l'université était un mauvais lieu, une mauvaise institution parce qu'elle ne joue pas assez le jeu, par exemple, de la déradicalisation. Et vous aviez le préfet de police de Paris qui indiquait que, malheureusement, pour lui, aucun signalement n'avait été effectué de par une université. Aucun universitaire, aucun membre d'un personnel universitaire n'avait procédé à un signalement. Et ça, c'était vu comme, évidemment, une très mauvaise chose. Et donc, on voit très bien comment l'université est devenue ce lieu qui peut être investi par des questions sécuritaires et répressives. Après les attentats du 11 septembre 2001, vous avez le FBI qui allait sur tous les campus, sur plus de 200 campus américains, pour interroger les étudiants, mais surtout pour demander aux professeurs de dénoncer leurs étudiantes et leurs étudiants. Vous avez eu exactement le même phénomène en Angleterre, avec Scotland Yard, qui a demandé aussi aux professeurs de dénoncer leurs étudiantes et leurs étudiants qui présenteraient des comportements suspects. Donc, l'université est vraiment ce lieu parce que c'est un lieu où il y a des libertés académiques, où il y a des franchises universitaires et qui est d'ordinaire perméable justement à ces logiques répressives. Je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais vous dire qu'il y a des institutions qui sont attaquées, l'école, l'université, la famille, évidemment, mais qu'il y a aussi des secrets et des professions qui sont attaquées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a par exemple le secret professionnel qui est attaqué. Je pense au secret professionnel de l'avocat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait eu une décision européenne qui demandait aux avocats de dénoncer leurs clients s'ils suspectaient que l'argent qu'ils avaient provenait de fonds terroristes ou qu'ils pouvaient alimenter des fonds terroristes. Donc, on demandait à des avocats de dénoncer leurs clients. Et je parle aussi d'un grand scandale en Belgique où vous avez eu il y a quelques années une obligation faite aux travailleurs sociaux de dénoncer les personnes dont ils avaient la charge s'ils avaient un comportement suspect.
Moi, j'étais en Belgique à ce moment-là et je peux vous assurer que les travailleuses et les travailleurs sociaux étaient tout à fait effarés, inquiets et très en colère de cette décision-là, sur laquelle ils ont réussi à revenir un peu avec une grande bataille. Donc, vous voyez, le secret professionnel est aussi attaqué. Alors ça illustre, à mon avis, deux phénomènes généraux et je finirai pour ne pas être trop longue. Premièrement, c'est que l'État va traquer les secrets aujourd'hui, va traquer les espaces qui résistent à son emprise. Il va s'attaquer aux liens familiaux, aux liens amicaux, il va s'attaquer aux liens professionnels. Et donc, ça veut dire qu'on a un État qui est de plus en plus surveillant et de moins en moins transparent. Ça, on pourra y revenir tout à l'heure. Et que nous, à l'inverse, nous devons être de plus en plus transparents. Nous ne devons plus rien cacher à l'État. Nous ne devons plus avoir de secret pour l'État. L'État veut tout savoir de nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Il y a vraiment ce double mouvement qu'il faut analyser ensemble. Et la deuxième chose qui me semble important à dire, c'est que l'État se transforme et l'appareil répressif se transforme. Louis Althusser avait produit une théorie de l'État et il disait il y a deux types d'institutions. Celles qui vont composer l'appareil répressif d'État, police, justice, armée, qui ont des fonctions répressives, et puis les appareils idéologiques d'État, la famille, l'école, l'Église. Et en fait, celles-là, elles fonctionnent à l'idéologie et elles ont peu de fonctions répressives. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une imbrication de toutes les institutions pour nourrir un projet véritablement sécuritaire. Voilà. Merci Vanessa. Mais écoute, tu fais une transition vers le dernier volet de cette soirée. Juste un point, juste une chose. Vas-y, Michel. Au risque de… Non, parce qu'effectivement, je trouve que la notion, le concept de policiarisation est tout à fait intéressant. Et je prends le métro, je tombe dans l'Est parisien sur une brigade musclée de la RATP. Je rentre dans le métro, je change à Place Clichy, je tombe sur une équipe de contrôleurs. J'arrive sur mon lieu professionnel à l'université Paris 8, je tombe sur des vigiles qui me demandent d'ouvrir mon sac et si je ne t'enterre pas, ils râlent. Donc, il y a une espèce aussi de transversalité, enfin, de fluidité dans les parcours urbains. Oui. Bon, c'est peut-être 180, c'était juste pour ajouter ce point. Oui, ça va de toute façon dans le sens de ce qu'on va dire, parce que quand on lit, en fin de compte, et là, j'entame le volet 4 et le dernier volet de nos échanges, quand on lit avec attention vos deux ouvrages, on constate que l'idéologie qu'on va appeler néolibérale était quand même au cœur du sujet, en fin de compte. Oui. D'abord, dans le rôle de l'État, qui, loin d'être minoré, comme on pourrait l'imaginer quand on parle de libéralisme, on constate aujourd'hui que le néolibéralisme est plutôt l'État à son service, et au service de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme un peu valise, mais l'oligarchie, avec sa police militarisée, destinée à casser les résistances des populations, mais aussi à l'aide des dispositifs mis en place pour faire de chacun un informateur de police. Le dispositif Pharos, par exemple, dont tu n'as pas parlé, Vanessa, mais que tu évoques dans ton livre, et puis de faire de chacun un observateur de son entourage. On va en parler. Et tu as toi-même parlé tout à l'heure d'un concept intéressant de surveillance synoptique, hein, Vanessa, oui. dans ton livre. Et puis, ton troisième chapitre, Michel Kokoreff, est intitulé « Écraser la contestation sociale ». Et on peut dire que le néolibéralisme, il va même se cacher au cœur de la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, le SNMO, parce que cette doctrine donne plus de pouvoir aux unités de police sur le terrain. Hein, la pratique des BAC, mobilité, interpellation, devient le cœur des dispositifs policiers, et ça emprunte au mode de management qu'on retrouve dans le secteur privé. Je faisais référence là aux travaux de Johan Chapoutot, hein, qui montrait que dans les nazis, en fin de compte, avaient extraordinairement décentralisé la répression et la violence de leurs unités en faisant reposer sur les commandants de terrain la responsabilité d'utiliser la violence sous toutes ses formes, les chefs ne faisant que donner les grandes orientations. Et de ton côté, Vanessa, tu parles de responsabilisation individuelle, tu en as tout, qui est en fin de compte une notion chère aux néolibéraux et à la vision libérale de la sécurité. Je te cite, hein, la sécurité n'est pas un droit, mais un devoir. Donc, il y a chacune et chacun, tu viens d'en parler, chaque personne doit donc prendre ses responsabilités. Dans l'ordre néolibéral, effectivement, chacune doit se prendre en charge. Ras-le-bol des assistés, hein, c'est ce qu'on entend chez les néolibéraux.
D'ailleurs, pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Pourquoi? Il n'y a pas besoin des aides multiples et diverses. En fin de compte, à chacun de se débrouiller en quelque sorte. Et tu évoques en fin de compte dans ton livre, Vanessa, une captation sécuritaire de l'attention citoyenne et un réagencement abouti et perfectionné des relations entre 3 types de surveillance possiblement exercées au sein d'une société. La surveillance étatique, le contrôle et la surveillance populaire du pouvoir et la surveillance mutuelle. Alors, je l'avais dit déjà tout à l'heure dans l'interview, mais pour nous, ça peut paraître surprenant pour un vidéaste citoyen, un journaliste ou bien un membre d'une ONG qui couvre les manifestations comme l'OPP à Toulouse, de se retrouver sur le même plan que la surveillance d'État. Alors, qu'est-ce que tu veux exprimer par ce lien entre ces 3 types de surveillance? Surtout que tu valorises en fin d'ouvrage la notion de vigilance engagée et citoyenne. Tout à fait. Et en termes de provocation, pour terminer, parce que c'est notre dernier volet et vous allez avoir un peu plus de temps, il me reste encore plus d'une demi-heure, hein. Michel, tu évoques les débats autour de la réforme et de l'abolition de la police dans les dernières pages de ton bouquin. Et surtout, tu sembles relativiser un petit peu cette question de la réforme ou de l'abolition de la police en pointant, et là je te cite, la répression policière confère une visibilité au pouvoir là où les forces du capitalisme mondialisé, l'économie monde en quelque sorte, sont plus discrètes, alors même qu'elles génèrent des préjudices sans comparaison. En écrivant ensuite que la politique de la matraque n'en demeure pas moins perverse par le piège qu'elle tend à ses contestataires pour les écraser dans une lutte par trop inégale. Est-ce que tu ne suggères pas que nous trompons de cible en fin de compte, que le vrai combat, celui qui est essentiel, il se situerait sur un autre champ que celui du couple police-répression? Voilà, donc je vous ai donné un peu de la matière un peu lourde, hein, à vous de l'utiliser intelligemment. Vous avez 15 minutes chacun, ou un peu moins, un peu plus, comme vous voulez, pour essayer de terminer sur ce qui faisait un peu le titre de cette conférence autour du nouvel ordre néolibéral, en fin de compte, hein, qui emprunte à la matraque d'un côté et à une espèce de vigilance dévoyée, si je puis dire, et d'une surveillance généralisée de l'autre. Vous avez la parole. Michel, tu veux intervenir en premier? Comme vous voulez. Vanessa, vas-y. Okay. Ne vous battez pas. Non, j'y vais. Pas de souci. Alors en fait, oui, qu'est-ce que j'ai voulu évoquer lorsque je parlais d'un réagencement des 3 types de surveillance? En fait, effectivement, il y a dans la société 3 types de surveillance qui peuvent s'exercer. Il y a la surveillance de l'État, donc celle qui part du haut vers le bas, c'est l'État qui nous surveille. Et puis il y a la surveillance latérale, c'est nous surveillons entre nous. C'est la surveillance de la société contre elle-même. Et puis il y a la surveillance citoyenne du pouvoir qui part du bas vers le haut. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait une transformation de ces types de surveillance-là aujourd'hui et même un réagencement de leurs relations. Alors, je vais les prendre toutes les 3 et je vais un petit peu développer. Alors, évidemment, je ne vais pas être très longue là-dessus parce que je crois que je ne vais étonner personne. La surveillance étatique se renforce. On le sait au moins depuis les révélations d'Edward Snowden, mais les populations aujourd'hui sont l'objet d'une surveillance constante, systématique, massive, qui va toucher toutes les activités sociales, même les plus anodines. Les achats, le loisir, le travail, les déplacements, les voyages, les lectures, l'engagement politique et associatif. Et là, je pense évidemment au dernier décret de Gérald Darmanin instaurant la possibilité de ficher les individus pour leurs opinions politiques et syndicales. On voit bien là encore la focalisation sur le militantisme, mais aussi la surveillance des réseaux réels ou virtuels, des rencontres et des communications avec autrui. Donc la surveillance, elle se renforce. Elle se renforce par plusieurs procédés. Le fichage, évidemment, je viens d'en parler. Il y a une multiplication des fichiers qui nous concernent. J'avais lu dans un livre dont je ne retrouve pas la référence que nous serions aujourd'hui, chacune et chacun, dans 500 fichiers environ. Que ce soit des fichiers de l'État ou que ce soit des fichiers commerciaux. Voilà, nous sommes inscrits dans 500 fichiers environ. Deuxièmement, le traçage, c'est-à-dire là, la possibilité de géolocaliser des individus. Évidemment, troisième point qui montre qu'il y a une extension considérable de la surveillance de l'État, c'est le recours massif à la vidéosurveillance.
avec des caméras d'ailleurs de plus en plus perfectionnées, qui sont réactives, qu'on dit réactives, c'est-à-dire qu'ils peuvent soi-disant repérer des comportements suspects, voire envoyer des messages et parler aux individus suspects ou ayant un comportement déviant. Donc ça, c'est quand même des choses qui se mettent en place. Et puis évidemment, l'usage croissant de la biométrie avec l'empreinte ADN, l'empreinte palmaire, la biométrisation des documents d'identité comme les passeports et, dernier point, la reconnaissance faciale. Donc voilà, la surveillance étatique, elle se renforce, elle ne fait que se renforcer. La deuxième, la surveillance latérale, elle se renforce aussi et sous l'effet de plusieurs éléments. Premièrement, les appels politiques à se surveiller entre nous et à se dénoncer. J'en ai parlé tout à l'heure, mais si vous regardez sur Internet, vous trouverez évidemment beaucoup d'appels à ça. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Si c'est suspect, signalez-le. C'est aussi toute la technologie de pouvoir dont je parlais tout à l'heure, les applications mobiles, hein, comme celles qui ont été utilisées par la police italienne hein, pour appeler à la dénonciation de personnes qui ne respecteraient pas le confinement. C'est Pharos en France, c'est les émissions de télévision aux États-Unis ou en Angleterre qui vont appeler à reconnaître quelqu'un pour le mettre derrière les barreaux. Enfin, c'est des appels constants. Mais de la part de la police et des politiques. Mais ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est qu'il existe aussi tout un marché de la suspicion, c'est-à-dire tout un marché qui nous pousse toujours à douter de l'autre, à traquer ses mensonges, et donc il va nous pousser à acheter un ensemble de dispositifs de surveillance privée ou de traque de la vérité. Alors, je pense, par exemple, je donne quelques exemples dans mon bouquin, mais c'est par exemple la vente de détecteurs de mensonges portables. C'est aussi la vente de livres qui vont nous apprendre à devenir des espionnes et des espions en 15 pages. C'est aussi l'achat de caméras de vidéosurveillance pour mettre à l'intérieur des maisons, pour surveiller l'aide à domicile ou la nounou, avec une dimension certainement sociale et sans doute raciale. Et puis, c'est tout un matériel d'espion privé qui est mis à notre disposition. C'est par exemple tout un matériel pour espionner sa femme, sa compagne, son conjoint, ses enfants, avec les puces GPS qu'on peut mettre dans leur cartable, dans leur sac à dos. C'est la possibilité de géolocaliser le téléphone de ses proches. C'est la possibilité d'espionner les navigations en ligne. Si vous recherchez « espionner mes proches » sur Internet, vous allez déjà avoir de quoi faire puisqu'il n'y a que ça et c'est un énorme marché donc, que j'ai appelé le marché de la suspicion. Ce qui veut dire donc que cette société de vigilance, elle est aussi permise par toute une technologie de pouvoir qui se sert des évolutions technologiques et techniques pour susciter l'autosurveillance. Mais cette surveillance latérale, elle doit aussi beaucoup à la gouvernance néolibérale. Et j'en viens à ta question sur le néolibéralisme. Dans la société néolibérale, nous sommes incités à être responsables de chacun de nos actes. Nous devons être responsables dans toutes les sphères de la vie et c'est aussi le cas de la sécurité. Nous devons être responsables de notre propre sécurité. Et donc, c'est un peu, j'aimais cette expression, la start-up de la sécurité que nous devons tous monter, construire et faire prospérer. On pourrait considérer que c'est bien, sauf que du coup, en responsabilisant les citoyennes et les citoyens, on déresponsabilise l'État, premièrement, et en responsabilisant les citoyennes et les citoyens, on les infantilise et on les culpabilise lorsque ça va mal. Et la thèse que je défends dans mon livre, c'est que faire partager la sécurité à la population, les faire participer à la répression, ce n'est pas pour partager des victoires, mais c'est surtout pour leur incomber aux populations les échecs. Exemple, si nous avons été confinés l'an dernier, ce n'est pas à cause de défaillances gouvernementales, etc. C'est parce que nous n'avons pas respecté les gestes barrières. Donc, c'est toujours une histoire de responsabilité des populations, ce qui permet au gouvernement de se déresponsabiliser. Et là encore, on pourrait évoquer longuement, mais cette société néolibérale, cette vision de la responsabilité de chacune et de chacun dans le domaine de la sécurité, elle va s'incarner dans une notion qui est la résilience. Nous devons être résilients et résilients, ce qui veut dire plusieurs choses, et en particulier deux. Ce qui veut dire d'un côté se préparer à la future catastrophe qui va arriver, et donc nous vivons toujours dans l'attente d'une future catastrophe, mais aussi ça veut dire savoir rebondir
à la crise qui va arriver et donc être en énergie, ne pas se laisser abattre, toujours aller de l'avant, toujours sans regarder en arrière et sans demander des comptes. C'est ça la résilience et elle va s'incarner. Si vous regardez les discours d'Emmanuel Macron sur la création du SNU, par exemple le service national universel, vous verrez qu'il emploie le terme de résilience et ce n'est pas du tout un hasard. Donc je voulais vous montrer comment aussi cette surveillance latérale, cette société de vigilance, elle s'inscrit dans la gouvernance néolibérale. Mais il y a une troisième surveillance que je ne veux pas oublier parce qu'elle est importante, c'est la surveillance populaire du pouvoir. Alors que les deux premières sont renforcées, la surveillance populaire du pouvoir est constamment affaiblie. Autrement dit, il y a des cibles qu'il ne faut pas regarder et nous ne devons plus regarder ce que fait l'État, ses institutions, ses agents, voire certaines entreprises ou institutions. C'est le cas de la loi sécurité globale, qui me semble tout à fait exemplaire des phénomènes que je décris. D'un côté, on renforce la surveillance de l'État, les drones, l'utilisation des caméras piétonnes portées par les policiers. De l'autre, on affaiblit la vigilance citoyenne en rendant beaucoup plus difficile, voire impossible, de filmer les interventions policières. Alors que filmer les interventions policières, comme filmer les manifestations, ça fait partie du contrôle citoyen de l'État, de ses agents, de ces institutions. On pourrait aussi citer la dernière décision du Conseil d'État qui a validé l'interdiction pour les journalistes de filmer les camps de migrants, les évacuations de camps de migrants, qui participent là encore d'une invisibilisation de la répression. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire renvoie aussi à une volonté d'invisibiliser la brutalité des agents de l'État, d'invisibiliser la répression. Et donc nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit de surveiller l'État. En tout le cas, ce que ça dit tout ça, c'est qu'il y a certaines cibles qu'il est légitime de surveiller, de dénoncer, de harceler, les jeunes des quartiers populaires, les manifestants, les militants, les individus racisés et d'autres qu'il ne s'agit surtout pas de regarder. C'est interdit, l'État, ses institutions, ses agents. Et c'est pour ça que je dis que notre regard, il est orienté, il est dirigé, il est encadré par les pouvoirs publics. C'est ce que j'ai appelé une captation sécuritaire du regard et de l'attention citoyenne. Notre regard, il est capté, il est orienté, notre attention doit aussi être tournée vers certaines cibles et pas d'autres. Oui pour les individus racisés, non pour la police. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en finirai par là, j'en appelle à la fin à 3 choses. Premièrement, à résister à nos pulsions punitives, c'est-à-dire avant de signaler quelqu'un ou avant de dénoncer quelqu'un ou avoir envie de réprimer quelqu'un ou de faire réprimer quelqu'un, peut-être réfléchir à 2 fois. Qu'est-ce que je fais quand je signale quelqu'un en ligne? Qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas que je ne le fais pas, mais qu'est-ce que je fais quand je signale quelqu'un en ligne? Qu'est-ce que je fais quand je demande la répression de telle ou telle personne ou de tel ou tel groupe? Qu'est-ce que je fais quand je demande à un tel et un tel d'envoyer des personnes en prison? Donc, résister à nos pulsions punitives. Deuxièmement, investir la vigilance populaire du pouvoir, c'est-à-dire continuer à filmer les agissements de l'État, toujours pensant que la vigilance citoyenne a été valorisée par la Révolution française et qu'elle fait partie de nos droits. Et puis, surtout, développer la vigilance solidaire et non la vigilance répressive ou punitive. Et c'est pour ça que je finis mon bouquin sur les colleuses d'affiches féministes que je soutiens et qui, elles, me semblent d'une part participer à justement capter l'attention du public dans la rue sur d'autres thèmes que sur le thème du terrorisme et sur des thèmes qui sont délaissés par les pouvoirs publics comme les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, les féminicides et qui en même temps témoignent de la solidarité avec des victimes de ces violences-là et ça me semble important. Voilà. Merci Vanessa. Michel, la parole est à toi. Je crois que Vanessa a tout dit. Et puis, effectivement, c'est une vision assez désespérante, bien réaliste. Alors, effectivement, en l'écoutant, je me disais, bon, parce que des fois, je ne suis pas forcément toujours… je pense à des détails, donc je ne suis pas complètement d'accord. Et je me disais, bon, finalement, la criminalisation des familles, c'est quand même, si on se situe du point de vue des quartiers populaires, c'est quand même pas nouveau.
dans les années, années 70, 80, 90, que ce soit dans même les bidonvilles, hein, on pourrait remonter. Bon. Mais néanmoins, ce qui est peut-être plus récent, c'est le fait que c'est le déplacement de la périphérie au centre. C'est-à-dire le fait que, notamment, on peut considérer que ces zones périphériques ont été un théâtre, un lieu d'expérimentation d'un certain nombre de technologies, de pouvoirs, d'un certain nombre de dispositifs, bon, et qui se sont progressivement étendus et généralisés. Bon. Et si je reprends un peu la vie restante, on voit bien qu'effectivement, 2015, comme 1973, c'est vraiment un moment de rupture parce que après les attentats d'urgence, d'un côté, ça donne un chèque en blanc aux forces de sécurité publique, aux forces de police judiciaire pour travailler hors procédure sur des affaires, par exemple, de trafic de stupéfiants. Bon, il faut être dans la procédure, il faut plus ou moins les respecter. Enfin bon, si on dépasse la ligne, on s'arrangera avec le chef. Mais là, on y va et on s'en donne à cœur joie. Et en même temps, on commence dès le mois de décembre et le rassemblement, la COP 21, à appliquer effectivement des pratiques un peu étonnantes. On passe en 2016. Bon, d'un côté, c'est la stratégie du choc, hein, ce que décrit Noémie, la loi El Khomri, le détricotage du code du travail, et puis d'un autre côté, l'expérimentation de nouvelles techniques de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que d'un côté, on a, sous un gouvernement dit de gauche, quelle honte, une politique néolibérale engagée par le Premier ministre Manuel Valls, et puis d'un autre côté, on a une politique autoritaire, une politique répressive. Bon, et ça, ça décrit bien ce que notamment l'excellent Grégoire Chamaillou, dans La société ingouvernable, hein, dans l'état insurveillable, on pourrait dire, pour faire une espèce de néologisme de clin d'œil au terme qu'utilise Vanessa. Le néolibéralisme autoritaire, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pas les deux mains de l'État, pas tout à fait, mais presque, hein, mais reconfigurées. D'un côté, ces attaques permanentes contre tous les secteurs de nos sociétés, et pas simplement, évidemment, mais même si on est touché le monde des services publics, hein, le monde des cheminots, la SNCF ou l'université. Et puis, d'un autre côté, c'est les stratégies, c'est les tactiques de neutralisation, effectivement, ce qu'on peut appeler, enfin, ce que je reprends sous le terme d'écrasement de la contestation. Et dans le contexte actuel, on pourrait parler d'un confinement, hein, de la contestation. C'est-à-dire que tout le monde sent bien que cette affaire de pandémie, c'est une aubaine pour les pouvoirs. Après, rappelez-vous, l'été 2019, c'était la rage des peuples. Ça éclatait, ça pétait partout. Bon. La pandémie est évidemment une manière de mettre sous cloche cette contestation, en plus des moyens dont on a pu parler. Alors, pour venir à la question sur, au fond, où est le vrai combat, est-ce qu'on se trompe, moi, je dirais qu'évidemment, on ne se trompe pas de cible en dénonçant, en manifestant, en luttant contre la violence de la police, c'est-à-dire l'usage de la violence d'État dans son caractère systémique. Bon. Par contre, le fait que les violences policières deviennent un élément fédérateur des luttes et des révoltes me semble être une erreur stratégique. Je le dis tel quel, hein, pour au moins trois raisons. Trois ou quatre raisons. La première raison, c'est quelque chose qui est très bien énoncé par un auteur qui s'appelle Joshua Clover dans l'ère des soulèvements et qui consacre un long développement au rapport entre l'État et l'économie. Et en gros, il dit
au XVIIIe siècle, en 1700, l'économie était proche et l'État était lointain. L'économie était proche parce qu'effectivement, la production des denrées alimentaires était locale. Et puis, qui surveillait la place du marché? C'était le bedeau, c'était le bailli. Bon, mais la police moderne, il faudra attendre la création du lieutenant général de police de Paris en 1764 pour que, et bien sûr Napoléon pour que ça prenne forme. 3 siècles plus tard, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'État qui est proche, et notamment via sa police, mais pas seulement l'appareil répressif, là aussi je suis tout à fait d'accord, et l'économie, elle est dispersée, elle est volatilisée dans les réseaux délocalisés, dans effectivement cette économie monde sur laquelle on n'a pas d'emprise. Bon. Ce sur quoi on a de l'emprise, d'une certaine manière, c'est la police, ou c'est l'État dans ses différentes manifestations. C'est d'ailleurs vers lui qu'on continue à se tourner quand il y a un problème. Par contre, sur l'économie, bon, ce n'est pas en essayant d'occuper Amazon qu'on aura un peu d'emprise. Et ça, à mon avis, ça pose un premier problème stratégique. Et à cet égard, moi, j'aime beaucoup, enfin, je le trouve significatif, ce n'est pas que j'ai une préférence, mais je ne suis pas là pour dire ça, mais le slogan « Police nationale, milice du capital ». D'ailleurs, on a entendu ce midi, rue du Bac, ce slogan Frédérique Vidal, ministre du capital. Pourquoi? Parce que justement, à sa manière, même si elle est peut-être maladroite, ce slogan essaye de faire le lien entre l'État et l'économie. Et pas simplement parce que les policiers protègent les banques, les compagnies d'assurance ou le Fouquet's, ce qui n'a pas empêché de brûler d'ailleurs, mais parce qu'il y a une sorte d'homologie structurale entre le policier et la marchandise. Il y a un super texte que j'aurais pu citer de Guy Debord sur les émeutes de Watts en 65, et qui dit qu'est-ce qu'un policier? C'est l'équivalent du défenseur de la marchandise. Il y a une deuxième raison qui fait qu'on commet une erreur stratégique, c'est évidemment l'asymétrie des forces en présence. C'est-à-dire qu'on perdra toujours contre l'État, d'abord parce qu'il est surarmé, et ensuite parce qu'on est désorganisé, et peut-être, en guise de provocation, je dirais qu'on a le Black Bloc le plus bête d'Europe. Par ailleurs, il y aura toujours de l'État. Ça, on le sait. Il y a une troisième raison qui fait qu'éventuellement, en majorant le rôle des violences policières comme un élément fédérateur des luttes, des mouvements, et notamment en se plaçant sur le terrain de l'État, on pourrait parler des ZAD, qu'on a démantelé par exemple au Carnet hier. Il y a un autre élément qui entre en jeu, c'est que je dirais, c'est les apories, c'est les impasses de la convergence des luttes. C'est-à-dire, vous voyez, cette idée que la police serait un facteur de convergence des luttes. De la même manière que ce qui serait moteur dans le mouvement social, ça serait la convergence des luttes. Or, quand même, apprenons quelque chose de l'histoire, ne répétons pas les mêmes histoires et les mêmes bêtises, ne revenons pas sur le combat entre la CGT et les étudiants anarcho, je ne sais pas quoi, des années 60. On sait bien que la convergence des luttes, c'est aussi une forme de centralisation ou de centralisme bureaucratique, et que, du même coup, ça, malgré ce que pense Badiou de la question, qui pense qu'au fond, la convergence des luttes, elle ne pas de slogan ou de signification politique en ne s'attaquant pas au grand problème qui est la privatisation. Malgré ce que pense cet éminent camarade et philosophe, l'erreur de faire de la police un facteur de convergence des luttes et d'espérer de sortir d'une certaine manière du marasme ou de la déprime dans laquelle on est par la convergence, c'est qu'on écrase ce qui est vivant, positif dans la prolifération, la dissémination des mouvements auxquels on a assisté lors de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on écrase aussi la puissance
on pourrait dire, à la Guattari moléculaire de ces mouvements. Bon. Et là, il me semble qu'il y a un enjeu, donc du coup fondamental, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, on peut faire la critique comme on le fait et de la répression d'État et de la policiarisation de la société, mais en même temps, on peut, dans les dimensions positives de ces pratiques, de ces mouvements, de ces révoltes, regarder ce qui se passe dans des mouvements, des micro-mouvements. Alors, par exemple, en ce moment, moi, ce que je trouve assez intéressant à observer, c'est ce qui se passe dans les occupations des théâtres, hein. Même si l'occupation d'Odéon n'est pas exactement la même occupation qu'à la colline, à côté de la mairie du 20e, bah, ne serait-ce que parce qu'à la colline, on demande aux hommes politiques de fermer leur gueule et d'une certaine manière, on les censure, alors que, bon, peut-être qu'à Odéon, je crois même que c'est sûr, ce n'est pas exactement la même philosophie. Mais ce qui est important et ce qui peut nous donner un peu d'espoir ou qui ne permet pas de désespérer complètement du politique, c'est que dans ces micro-mouvements qui ne recherchent pas la convergence, qui ne sont pas dans la centralisation, mais qui seraient plutôt dans l'autonomie, hein, version italienne années 70, c'est la capacité d'imaginer d'autres possibles. Donc, entre, si je résume, le fait que, en se centrant sur la police, on n'a aucune emprise sur l'économie qui régit nos vies et qui nous fait devenir finalement des marchandises, et d'un autre côté, une espèce d'appel en permanence à la convergence et donc à une forme déguisée de centralisation ou de leadership par des organisations hiérarchisées et plus ou moins animées par des leaders virilistes. Quels sont les espaces qui rendent possible des possibles et qui envisagent, comme on le disait au moment de Nuit debout, de vivre dans un autre monde. Et l'erreur, du coup, stratégique, elle est par rapport à cette analyse que j'esquisse, mais que je développerai dans un livre à paraître, je vous le promets. Il faut que je remette, bien sûr, il faut que je remette mon micro. Vanessa, qu'est-ce que t'inspire ce que vient de dire Michel? On peut prendre encore 2-3 minutes pour débattre. C'est ce qui m'avait frappé à la fin de son livre, en tous les cas, hein, bien sûr, c'est le type de réflexion qui mène là, qui regroupe d'autres réflexions en cours par d'autres auteurs. On peut parler du bouquin de Jérôme Bachet qui vient de sortir sur les basculements, de toute cette réflexion autour d'une forme de remise en cause de certains mythes militants très forts autour justement des notions de centralisation et de prise de pouvoir. Et est-ce que ça t'inspire, Vanessa, par rapport à ton travail, toi, plus spécifique sur la répression? Alors, ce n'est pas du tout les thèmes sur lesquels je travaille, parce que moi, vraiment, je suis… En tant que citoyenne, hein, tu n'es pas obligée de… Non, mais bien sûr. En tant que citoyenne, qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Moi, je suis aussi pour se dégager le plus possible des logiques organisationnelles. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et à retenir comme leçon de groupes beaucoup plus autonomes et qui se mettent beaucoup plus en rupture, même si je pense que des luttes communes sont nécessaires. Après, voilà, moi, ce n'est pas du tout des questions sur lesquelles j'ai travaillé, donc je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est de mon point de vue citoyen. D'accord. Bon, de toute façon, bon, on est arrivé au terme de ces échanges. Alors, ce qu'on peut quand même dire globalement, c'est qu'il y a, comme on le dit toujours, et c'est malheureusement vrai, des gros chantiers ouverts, qui sont des chantiers autour de cette notion de vigilance citoyenne ou de vigilance, je ne sais plus comment tu l'as défini, Vanessa, mais de se dire… Sécuritaire. Voilà. Et on l'a vu, alors, Michel Kokorev citait tout à l'heure l'exemple du travail qui a été fait autour de David Dufresne, mais qui renvoie en écho au travail qu'on a fait, nous, à Toulouse, au titre de l'Observatoire des pratiques policières. On a essayé d'être justement des vigilants, intelligents et citoyens autour de ce que c'est que la police. Ça renvoie d'ailleurs, et je veux le dire, parce que je crois qu'il y a des camarades qui font partie de la coordination loi sécurité globale ici, qui assistent à la conférence, sur les débats qui traversent un peu la coordination loi sécurité globale à Toulouse, sur effectivement, faut-il en rester uniquement à la problématique autour de la police et de la répression, mais est-ce qu'il ne faut pas élargir la problématique et ne pas sortir de ce piège dans lequel on pourrait s'enfermer, à ne réfléchir qu'au couple police-répression
en oubliant tout ce qui se passe derrière au niveau des luttes économiques et des luttes sociales et sur tous les territoires et toutes les formes où elles se déroulent. Donc, on voit que les chantiers qui nous appellent sont extrêmement importants et on aura l'occasion dans les mois qui viennent, et j'espère en présentiel, de continuer de projeter un peu plus loin ce type de débat qu'on a eu ce soir. Je tenais à vous remercier quand même tous les deux d'avoir accordé votre temps. Merci à vous. Tout. Merci à vous surtout. Ouais, rappelez que vos 2 bouquins sont parus chez Textuel, qu'il faut les acheter parce qu'il faut acheter des livres, parce que il est important d'abord que les auteurs vivent aussi un peu de leur travail, et d'autre part parce que un livre, ça se donne de la main à la main facilement, ça circule aisément. Je suis un fervent défenseur du livre. On peut le glisser dans la poche arrière de son jean, on peut l'écorner, on peut en tout faire, alors que on ne fait pas la même chose avec une tablette ou un ordinateur. Donc, le livre est un très beau passeport. On peut rajouter quelque chose, Pascal? Comment, Michel? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Ah oui, bien sûr, Michel, 52. Vas-y. Non, parce que, bon, moi, ce qui me semble vraiment, enfin, autant ce que je trouve vraiment intéressant dans le livre, dans les 2 livres d'ailleurs, enfin, puis ce qu'elle a fait avant, ce qu'a fait Vanessa, c'est que, bon, effectivement, ça nous montre bien qu'il y a un effet mâchoire, c'est-à-dire qu'à la fois répression des par le haut et en même temps vie citoyenne, prévention répressive par le bas, bon, et donc, bon. Mais et effectivement, bon, moi, je suis en tout cas plutôt par le haut dans ce bouquin-là. Mais la question, c'est quand même effectivement comment ne pas la question de j'étouffe. La question, c'est comment ne pas être broyé par cet imaginaire policier. Bon, en 68, on disait chasser le policier qui est en vous. Bon. Et je pense que dit comme ça, c'est peut-être un peu simpliste, hein, mais c'est quand même une vraie question. Comment on sort de cet imaginaire policier ou cet imaginaire de la surveillance généralisée, non pas comme l'autre disait, Europe, résistance, autonomie, ZAD partout, hein, mais en étant attentif avec une bonne paire de lunettes à des micro-déplacements, à des possibles, des expériments. Et encore une fois, pas simplement pour regagner un peu de santé mentale, mais parce que c'est réel. Donc, du coup, et je pense qu'effectivement, cette question-là, elle traverse, voire elle clive des formations politiques. Oui, bah, tu réintègres là la notion d'interstice, hein, qu'on voit beaucoup circuler ces derniers temps dans les milieux militants et de réflexion, hein, en disant que tous les endroits de lutte sont bons, en fin de compte, aussi petits soient-ils, et ils permettent, eux, de créer des réels espaces de conquête, et tout, et pas uniquement par une vision uniquement centralisatrice et globalisatrice des luttes et des trucs. Donc, effet de mâchoire intéressant. D'ailleurs, je retiendrai que si j'avais dû renommer la soirée après coup, j'aurais bien repris le slogan chasser le policier qui est en vous. Mais oui. Je pense que ça aurait fait une très bonne accroche pour cette soirée. Ça m'aurait convenu parfaitement. Ouais, tout à fait. Donc, tu as, Michel, très bien résumé par cette formule un peu ancienne, mais néanmoins d'actualité, un des enjeux qu'il y a. Mais maintenant, pas une petite affaire. Hein. Ouais. Michel et Vanessa, c'est avec plaisir qu'on lira vos prochains ouvrages, bien évidemment. Vous êtes assez productifs et puis qu'on vous invitera avec plaisir. Je voudrais remercier tous ceux qui ont eu la patience d'être encore là. Il y a encore 72 personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à vous. Mettre en perspective une conférence qui va avoir lieu dans quelques semaines, le 5 mai a priori, qui sera organisée par la coordination loi sécurité globale de Toulouse, on en a parlé l'autre soir, et qui tournera autour du décryptage du nouveau schéma national du maintien de l'ordre, où on essaiera de rentrer un peu dans les détails de ce texte qui n'est ni un texte de loi, ni une directive, mais qui est un texte d'orientation pour la police, mais qui, mon Dieu, enfin, il n'a rien à voir dans l'histoire, lui, mais enfin, qui contient en lui-même beaucoup des choses dont nous avons parlé ce soir. Donc voilà. Donc je souhaite à tous et à tous une très bonne soirée et à la prochaine réunion de la bande des 4 en visioconférence. Merci à tous. Au revoir Vanessa, au revoir Michel. Merci. Et merci aux camarades qui ont fait l'intendance. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye.